C'est une communauté qui est agrégée autour de cette piscine, une communauté, disons, de gens d'un niveau social relativement élevé, assez indistinct quand même, hein. Les choses ne sont pas trop caractérisées. Ils forment un groupe, un essaim. Ils ont plus ou moins grandi ensemble, en tout cas dans leur vie d'adulte. Ils ont eu des enfants ensemble, ils s'invitent chez les uns chez les autres, mais une créature parmi eux se met au-dessus, se dresse, et se met à parler différemment du tout venant, des conversations un peu anecdotiques qu'ils peuvent avoir entre eux. Et ce personnage qui est Paul se met à inviter chacun à une sorte de, comment dire, de sursaut, de renaissance, de résurrection peut-être si on voulait être un peu pompeux. Et donc après il y a tout ce qui va jouer entre cette communauté et lui, jusqu'à quel point la communauté va absorber ou pas cette différence, absorber ou pas cet élément, cet électron libre que Paul prétend être, et qui ne va pas pouvoir être longtemps, quoi, puisque alors que lui invite chacun à se projeter vers le passé, vers le futur, pardon, en tout cas faire peau neuve, et au lieu de quoi la communauté, qui est de plus en plus embarrassée par cette présence très gênante, va le ramener à son passé, hein, elle va le ramener à son ancienne peau. Et elle va lui dire qu'en fait, toi qui prétends inventer un nouveau temps, tu es quand même de l'ancien temps, tu es comme nous, ton sursaut d'orgueil n'était qu'une crise, lui dira de façon très cruelle un de ses amis, qui se trouvait aussi son associé, son ancien associé. Bon, alors est-ce que c'est l'histoire d'un Christ qui vient sauver le monde ou d'un bourgeois qui a juste fait un burn-out? Eh bien, la pièce maintient l'ambiguïté. Je pensais à Pasolini, à Théorème, justement, puisqu'on parlait de Christ, de ce personnage qui arrive et qui fait exploser en fait les codes bourgeois par la sexualité, par le sexe. Ce personnage de Paul, il est différent, il est beaucoup plus ambigu. Ben oui, parce que c'est-à-dire que bon, évidemment la référence à Théorème m'intéresse. On pourrait presque dire que c'est un théorème qui rate, parce que le théorème de Pasolini réussit. C'est-à-dire que cette espèce de jeune Christ qui s'invite dans la maison bourgeoise de Théorème arrive à un pouvoir de persuasion, un charisme au sens le plus fort du terme, qui permet à chacun de vraiment réinventer sa vie. Le père, qui est un patron, vend son usine, enfin donne son usine aux ouvriers, etc. etc. La bonne a une crise mystique. Là, Paul aimerait bien avoir la même efficacité, aimerait bien avoir le même charisme, le même pouvoir de persuasion. Il donne du sien pour ça, il convoque une langue qui prétend voler haut, et c'est pas ce qui va se passer. C'est plutôt, c'est-à-dire qu'on va un petit peu le désarmer, en fait, hein, et il va se retrouver confronté de lui-même de nouveau à son propre passé, à ses propres faiblesses, qui sont des faiblesses qui ne sont pas réglées, et aux propres crises qui ont jalonné sa vie et que la pièce évoque une par une crise avec une maîtresse, une crise avec ses filles, une crise avec sa femme, une crise avec son associé, etc. On reconstitue un peu le parcours. De ce point de vue-là, le modèle, je dirais, la trame était très banalement, la trame qui m'a inspiré était beaucoup plus banalement que Théorème, celle d'Oedipe, qui plus il avance dans l'enquête et plus au contraire font retour des choses qu'il aurait voulu dépasser. Ce qu'on avait essayé de mettre au point avec Mathieu, quand on s'est lancé là-dedans, on avait quand même envie de mettre en scène des personnages qui seraient lucides sur leur propre sort. C'est-à-dire que Paul ne les prend pas en traître, en fait. Ils savent très bien ce que Paul est venu leur dire. Et que, quelque part, ils font partie de cette humanité qui est en train de s'affaisser. Ou qui, pour une part, en tout cas, peut-être pas complètement, est en train de se dévitaliser. Parce qu'elle est emportée dans des flux technologiques, des flux de discours, des inquiétudes tout à fait contemporaines, par exemple les inquiétudes donc écologiques. Mais c'est sûr que ces gens sont pris dans un mode de vie qui les anesthésie, on pourrait dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que Paul est venu les réveiller, est venu se réveiller lui-même. Alors à ce titre-là, je pense qu'on peut tous s'y reconnaître. Que l'idée, c'était de montrer que tous ces gens font autant partie du problème que de la solution, et de dire que nous autres, de ce point de vue-là, l'auteur n'est pas du tout en surplomb, je pense, par rapport à eux, parce que j'ai écrit à partir de mes propres faiblesses, à partir de ma propre incapacité. C'est-à-dire que je pense être assez lucide sur un certain état du monde, je suis assez lucide sur mes faiblesses, mais c'est pas parce que je suis lucide sur mes faiblesses que j'arrive à les surmonter. Donc ces personnages sont pris un peu dans cette espèce d'autosidération, un peu de dire mais dans quoi sommes-nous pris? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver, en fait? Et bon, alors ils spéculent beaucoup, ils ont des phrases qui sont pas bêtes, je pense. Il y a parfois des choses un peu plus ineptes que d'autres, mais
globalement, il y a des pensées qui traversent la pièce, comme ça, qui sont ce genre d'éclair de lucidité qu'on peut avoir parfois quand on est en train de discuter avec des amis ou quand on est en train de picoler un peu. Oui, il nous vient parfois des phrases, quoi, qui ont presque plus de talent que nous. Bon, mais quoi faire de cette lucidité? Ça, je pense que c'est une des grandes questions qui nous est posée. J'ai l'impression qu'on est quand même un stade de l'humanité qui est quand même particulièrement informé, particulièrement lucide sur tout un tas de choses. Et pour autant, ça ne nous rend pas plus actifs. Voilà dans quelle ambivalence ou dans quelle aporie j'ai situé la pièce. Désabusé, ouais, ça pourrait être ça, mais c'est pas que ça. Ce qui me fascine dans votre travail en tant qu'écrivain, c'est la manière dont les mots peuvent agir sur certaines choses et aussi la conscience qu'en définitive, on est très démuni avec ces mots. Et la langue qui est parlée dans Piscine est une langue effectivement qui parfois pourrait avoir une espèce d'envol très nietzschéen comme ça de personnages solaires qui vantent le vent, le soleil, la terre, la pierre, la mémoire archaïque, mais ça marche pas. La bourgeoisie a sa langue à elle aussi, dans laquelle elle se reconnaît aussi, mais ça marche pas. Si la poésie pouvait avoir un pouvoir performatif, c'est-à-dire de réaliser ce qu'elle dit, ce qu'elle énonce, ça se saurait. Et que donc quand on lâche des énoncés comme notamment ceux que Paul prononce, qui sont des énoncés, bon, effectivement, qui ont un régime poétique, ces énoncés qui pourraient être frappés au coin du bon sens, qui ont quelque chose de l'ordre d'une pertinence, d'une clairvoyance, eh bien, ils sonnent mal, ils sonnent bizarres, ils sonnent étranges, voire ils sonnent pathologiques. C'est ça en fait la grande question qui est posée par le langage de Paul, c'est a-t-on affaire à quelqu'un d'extra-lucide qui porte quelque chose comme une vérité, ou est-ce qu'on a affaire tout simplement à un fou, à un déviant, voire quelqu'un qui finalement est en train de faire une sorte de burn-out, qui est vraiment, le mot est lâché à la fin de la pièce comme pour moi une espèce d'accès de trivialité, quoi. Tout ça pour ça. Alors c'était bien la peine d'édifier des grands trésors de nietzschéisme pour au bout du compte constater que pour une part Paul a juste fait une espèce de burn-out ou de crise crise de la cinquantaine ou de la quarantaine, ou enfin on sait pas trop. Voilà, mais je pense qu'on est tous un peu pris là-dedans, quoi. Nous sommes des créatures à la fois capables de sublime, de trivialité. Nous sommes toujours pris entre le haut et le bas. On alterne un peu entre des moments de semi-héroïsme et des moments de lâcheté, des moments de faiblesse, des moments de force. Bon, Paul, en permanence, il peut s'avérer par exemple un mâle dominant, il a quelques petits accès de virilisme, et en même temps, sa façon de dire qu'il faudrait retrouver quelque chose de la virilité, je trouve que c'est une pensée qui mérite qu'on l'écoute, qu'on l'entende. Bon, alors où est la part des choses entre la virilité et le virilisme, la domination masculine? Bon, encore une fois, les choses n'arrêtent pas d'osciller. Mathieu Cruciani, le metteur en scène, qui est un ami que je connais bien, on se connaît bien, on parle beaucoup. Je sais qu'il aime la polyphonie, je sais qu'il aime la polysémie, je sais qu'il déteste les dogmes. Et moi aussi, quand j'écris. Je peux être dogmatique à mes heures, mais quand j'écris, jamais. Donc c'est dans ce point de non-dogmatisme qu'on se retrouve, lui et moi. Comment vous avez écrit cette pièce? Elle s'est écrite en partie au plateau, donc au moment des répétitions. Est-ce qu'il y avait des règles du jeu que vous définissiez avec Mathieu Cruciani et avec les comédiens? Alors la pièce, elle ne s'est pas écrite au plateau dans un premier temps. J'ai vraiment livré une première mouture, comme ça, noir sur blanc, sans aucun travail plateau, sans même connaître les comédiens. C'était un travail très en amont. Je l'ai fait lire à Mathieu, on a beaucoup discuté, j'ai produit une deuxième version, puis une troisième, etc. Et à un moment, effectivement, les comédiens sont rentrés dans la boucle. J'ai fait des lectures avec eux, on a fait une semaine sur table, qui était très intéressante pour moi, pour pouvoir réécrire en fonction de tout un tas de choses que j'avais entendues, de formules qui passaient pas, de répliques qui étaient plus faibles, qui passaient pas bien en bouche. Et puis après, il y a eu un dernier travail où ils commençaient à occuper le plateau. Et là, je les ai accompagnés pendant 2-3 jours et je n'ai remis une dernière couche d'écriture, mais qui était plus un truc sur la structure. Globalement, écriture plateau serait... Non, ce serait excessif de parler de ça. Mais par contre, il y a eu quelques petits allers-retours comme ça avec les comédiens. Et c'est important à ce moment-là de voir les corps, d'entendre les voix, d'entendre les mots qu'on a écrits sonner, puisqu'on se rend compte que parfois ça sonne pas. Oui, tout à fait. Ouais, alors ça, j'aimerais...
ce serait vraiment bien si tous les auteurs de théâtre pouvaient avoir le luxe d'avoir cette phase-là, où ils peuvent essayer leurs mots dans des bouches, et donc rectifier le tir, corriger, agencer, ajuster. Il se trouve que là, on a eu ce luxe-là, on a eu cette disponibilité-là des comédiens. C'est aussi l'affaire de budget, tout simplement, hein, bêtement. L'argent reste quand même toujours un peu le nerf de la guerre dans cette affaire-là. Hein. Et donc oui, c'est un luxe que j'ai eu qui me permet d'ajuster le texte et de l'ajuster en fonction de données théâtrales. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit concrètement quand un corps sort cette phrase, quand un corps en situation sort cette phrase. Bon, et parfois il y a des phrases qu'on trouve magnifiques noir sur blanc, dont on est très très content, et dont on s'aperçoit que le théâtre en veut pas. Voilà, c'est simple. Hein. Et ben dans ce cas-là, on les oublie, ou alors on les met dans un petit tiroir, peut-être pour les ressortir ailleurs, hein, dans un contexte matériel plus favorable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, là je vais me donner du temps au théâtre, là je vais rester plutôt dans l'écriture, là je vais être plutôt vers le côté documentaire, scénariste. Chaque forme induit à chaque fois un sujet, ou c'est le sujet qui à chaque fois détermine la forme? Bon, alors là, pour Piscine, de toute façon, comme l'impulsion de base était celle de Mathieu, qui est arrivé avec une espèce de dispositif un peu vague qu'il avait en tête, et moi je me suis fondé, et il m'a demandé d'écrire cette pièce. Donc voilà, ça c'était une demande. Donc le reste du temps, effectivement, il arrive qu'on ait envie de traiter tel sujet et qu'il apparaisse assez clairement qu'en fait c'est un sujet pour le théâtre, ou un sujet pour un roman, ou un sujet pour un scénario de BD, tiens, puisqu'il m'est arrivé d'en faire, ou pourquoi pas pour un scénario. Effectivement, je pense qu'il y a des thèmes qui sont plus appropriés que d'autres. Il me semble que par exemple dans le cas de Piscine, c'est quand même l'histoire d'une communauté, une petite communauté, hein, qui ne dit pas son nom d'ailleurs, qui ne se vit pas comme une communauté, mais un groupe d'amis, quoi. Je crois que la pluralité, les groupes, c'est quelque chose que le théâtre fait bien, ça. Parce qu'on peut les mettre tous sur le plateau, quoi. C'est-à-dire qu'on fait exister la communauté tangiblement en mettant tous ces gens dans un même espace-temps et en jouant sur des polyphonies, en jouant sur... voilà. C'est beaucoup plus difficile, je pense, hein, de faire exister un groupe de cette façon-là dans un roman. C'est possible, hein, on en a des très bons exemples dans l'histoire de la littérature, mais c'est plus difficile, je dirais. Parce qu'un groupe, fondamentalement, qu'est-ce qui unit un groupe, notamment un groupe d'adultes? Qu'est-ce que font les adultes ensemble? Bon, bah, ils dansent plus tant que ça. Ils font peu d'alpinisme ensemble. Ils se retrouvent pas forcément pour aller jouer au rugby. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus en gros les rapports qu'on a avec nos amis sont des rapports de parole. Hein, je veux dire, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait avec des amis? On va plus en boîte de nuit, on se réunit pour dîner. Et quand on dîne, on cause. Voilà. Donc la parole, c'est quand même la chose du théâtre. Hein. On peut pas dire les choses autrement. Donc à ce titre-là, ouais, ce sujet-là, il est, je crois, il est d'emblée théâtral. Et en même temps, il faut ménager ce moment où le théâtre décolle, où quelque chose de l'entre guillemets réalité décolle un tout petit peu, comme entre les mots il faut du silence. Il faudrait qu'entre les images il y ait autre chose encore. Et ça, c'est toute la difficulté de trouver cet équilibre qui est dans Piscine. Bah, de toute façon, je pense que c'est vraiment absolument la dialectique entre un metteur en scène et un auteur que vous venez de décrire. L'auteur, lui, dispose des mots, c'est-à-dire que la matière de ce qu'il va livrer au metteur en scène, c'est quand même essentiellement des mots, qu'on le veuille ou non. Il y a des exceptions dans l'histoire du théâtre, mais enfin, globalement, l'écriture de théâtre consiste à produire des mots, quoi. Et alors après, c'est le metteur en scène, en s'emparant de ces mots, c'est lui qui va leur donner du jeu. C'est lui qui va créer des interstices de silence, des interstices de scénographie pure, de la musique, des sons, des ambiances, des couleurs. Et il va faire monter les mots. Il va leur donner une espèce de volume. Il va les mettre en scène, quoi. Il va les inscrire dans 3 dimensions. Et là, bon, je veux dire que Mathieu a été plutôt généreux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il propose beaucoup de choses en termes de scéno, en termes d'ambiance, en termes de mise en espace des mots, quoi. Voilà. Après, c'est des choses qui peuvent s'anticiper quand même quand on écrit. Moi, j'essaie toujours de laisser la place. J'ai une écriture qui est parfois sans doute théâtrale un peu trop serrée, je dirais, et je travaille maintenant à la desserrer de plus en plus pour laisser la place, justement. Mais en général, je pense que même avec un texte très serré, un bon metteur en scène, il arrive à redonner du volume. Donc c'est à lui de prendre en charge. C'est pas vraiment à l'auteur. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas désabusé? Dans la vie en général? Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde comme vous la société avec autant de lucidité, avec le scalpel, avec les mots qui à chaque fois sont à leur place, mais qui sont
Ce qui me fascine toujours, voilà, c'est cette écriture où on se rend bien compte que la langue qu'on entend à longueur de journée, elle est usée jusqu'à la corde. Pire que ça, elle nous ment. Continuer à croire que le mot, que les actions ont du sens, par moment, il y a une forme de désespoir. Bah non, parce que moi je ne serais pas écrivain. Je pense pas qu'un écrivain puisse changer le monde. Je pense même pas qu'il puisse changer son lecteur. Donc j'ai une conception très modeste de l'efficacité des mots d'un écrivain. En revanche, ce que peut faire un écrivain, la joie qu'il peut s'accorder à lui-même, c'est justement de produire des phrases qui soient en rupture avec la langue informative, communicationnelle, cette langue complètement exsangue dans laquelle on baigne tous, et d'ailleurs dont on est parfois soi-même les vecteurs. Hein, il faut pas. Encore une fois, nous faisons autant partie du problème que de la solution. Hein, il faut toujours être modeste. Mais oui, je pense que si la littérature peut produire une espèce de contre-verbe, hein, comme il y a des contre-sociétés, comme il y a des contre-territoires, comme il y a des niches d'autonomie économique en politique, ou de la résistance. Hein. Bon, je pense que oui, la littérature, elle peut proposer des agences mots de mots où d'un seul coup les mots reprennent un peu de sens, ou en tout cas reprennent un peu d'intensité. C'est-à-dire que voilà, je pense que ça peut être ça le boulot d'un écrivain comme ça, un peu tout seul dans son coin. Ça changera pas le sort de la planète, mais au moins lui, il peut exercer cette capacité-là, s'il se sent cette capacité. Donc moi, vous parliez d'être désabusé. C'est vrai que quand on regarde l'état du monde, il y a de quoi être triste un peu, si on regarde le monde dans sa globalité. Et en même temps, je pense que je suis très frappé à quel point il nous reste des capacités. Et, nous sommes doués d'un certain nombre de capacités, à nous de les exercer, à nous d'exercer notre joie. Je veux dire, en dépit de la tristesse structurelle et sans doute définitive du monde, nous avons en nous des capacités de lumière, de joie, de fantaisie, d'art. Eh bien, allons-y.